Salut tout le monde. Voilà, on arrive à notre troisième et dernière vidéo concernant la présentation des œuvres que vous avez au programme. Si vous vous rappelez très bien, on a présenté le tronc commun, puis la première année du baccalauréat. Aujourd'hui, on va présenter la deuxième année du baccalauréat. Alors, on commence par le module numéro 1 intitulé « Lire et comprendre un Kant philosophique ». Candide ou l'optimisme de Voltaire. Candide ou l'optimisme de Voltaire, comme genre littéraire, est un Kant philosophique. Autrement dit, dans un genre fictif qu'on appelle Kant, Voltaire transmet des messages d'ordre philosophique afin d'échapper à la censure. Alors le Kant, là que vous voyez, n'est pas très lent, ça ne dépasse pas les 120 pages en plus de la préface. J'ai ici le même Kant mais dans une autre collection, Folie classique. Celle-ci aussi, qui s'adresse aux lycéens. Ça contient en plus du texte, de l'analyse. C'est donc à recommander. Je vous recommande cette édition. Du même auteur, nous avons Zadig ou la destinée. Zadig, c'est un conte philosophique. C'est le premier conte philosophique de Voltaire. Il s'inspire de la culture orientale. Alors maintenant, pour comprendre l'œuvre de Voltaire, il faut la mettre dans son contexte de parution. Il faut donc définir le XVIIIe siècle, ce qu'on appelle le siècle des Lumières. Il faut faire une petite recherche sur ce qu'on appelle le siècle des Lumières, sur la philosophie des Lumières, sur les philosophes des Lumières, pour vous donner une idée sur ce que Voltaire cherche à transmettre comme message. Maintenant, parmi les philosophes, je vous présente ici quelqu'un que vous connaissez probablement, c'est Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, c'est un écrivain et philosophe des Lumières, tout comme Voltaire. Il a écrit plusieurs œuvres dans plusieurs genres littéraires. C'est lui qui a écrit le premier roman épistolaire, Julie ou la Nouvelle Héloïse. Il a écrit également dans le domaine de la pédagogie, Émile. Il a écrit dans la philosophie, bien sûr. Et vous voyez ici du contrat social que je vous présente comme exemple. Ça contient des idées lumières, des idées qui étaient au XVIIIe siècle des droits revendiqués par les philosophes. Jean-Jacques Rousseau également l'a vu dans le programme de la première année du baccalauréat en tant qu'autobiographe. C'est lui qui a écrit Les Confessions, une autobiographie très célèbre dans la littérature française, sinon universelle. Maintenant, je passe à d'autres noms, d'autres philosophes des Lumières. J'ai ici Diderot. Diderot, en plus de Voltaire, ont écrit ensemble un ouvrage collectif, ce qu'on appelle le dictionnaire encyclopédique. Donc c'est très célèbre. Diderot, lui aussi, a préparé les gens à la Révolution française de 1789, tout comme Jean-Jacques Rousseau, Voltaire et aussi Montesquieu. Là, pour Montesquieu, j'ai les lettres persanes, mais l'œuvre, pour moi, qui est la plus importante et en relation directe avec
les idées-lumières, c'est surtout l'esprit des lois. L'esprit des lois, ça rejoint un petit peu quoi, la même pensée de Jean-Jacques Rousseau dans du contrat social, puisque ça traite de la démocratie, de l'esclavagisme, les élections, etc., etc. Maintenant, si on reprend le titre de l'œuvre, Candide de l'optimisme, vous allez remarquer qu'ici, optimisme, c'est écrit avec un O majuscule. C'est-à-dire qu'ici, l'optimisme, ça réfère à la doctrine philosophique d'un certain Leibniz. Leibniz, c'est un philosophe allemand. C'est à la fois philosophe, mathématicien, physicien, théologue, diplomate, philosophe. Alors, pour répondre à Leibniz, qui, selon Voltaire, prétend que tout est bien, Voltaire consacre toute une œuvre, donc un conte philosophique, pour dénoncer son optimisme. Lorsqu'on parle de l'optimisme, on fait directement appel à la providence. La providence veut dire l'intervention divine dans la destinée humaine, l'intervention de Dieu sur terre. Chose que Voltaire refuse. Pour Voltaire qui croit au déisme, pour lui, Dieu n'intervient pas dans les affaires des hommes sur terre. Par conséquent, pour bien comprendre ce que c'est que l'optimisme de Leibniz, je vous propose cette œuvre qui est moderne. Une œuvre écrite par deux philosophes et deux scientifiques, Igor et Grishka Bogdanov. Ils ont plusieurs œuvres. Alors, je vous présente celle-ci, intitulée La fin du hasard, parce qu'ici, le hasard s'oppose à la providence que je viens de citer pour Leibniz. Autrement dit, on a ici deux idées contradictoires. D'un côté, nous avons la thèse qui soutient le hasard, c'est celle de Voltaire, et d'un autre côté, nous avons la thèse qui soutient la providence de Dieu, et on cite comme exemple Leibniz, mais aussi Jean-Jacques Rousseau. Voilà. Alors maintenant, je passe à notre deuxième module. C'est lire et comprendre un roman maghrébin d'expression française. Il était une fois un vieux couple heureux de Mohamed Khaïrtine. Alors je crois que j'ai bien présenté la littérature maghrébine d'expression française à travers les âges ou à travers les générations dans la vidéo concernant la première année du baccalauréat. Donc c'est pas la peine de nous répéter. Reste simplement à signaler que était une fois un vieux couple heureux de Mohamed Khaïrtine est considéré par certains critiques comme une œuvre testament parce que c'est écrite juste avant la mort de Mohamed Khaïrtine qui a eu lieu en 1995, exactement le 18 novembre 1995 arabe. J'ai ici une autre œuvre, Le Dit-Terreur, un autre roman de Mohamed Khaïrtine, seulement ils sont vraiment différentes de point de vue style, parce que dans le premier roman, on assiste plutôt à un écrivain plus ou moins violent, un écrivain qui illustre ce que Marc Gonda rappelle la guérilla linguistique, une certaine violence verbale et linguistique. Par contre, notre deuxième texte, ça nous met tout simplement face à un écrivain qui se réconcilie pour une fois avec ses origines, avec le régime politique marocain, avec la religion, mais surtout avec soi-même. Voilà. On passe maintenant à notre troisième module.
On passe à notre troisième module, intitulé « Lire et comprendre un roman réaliste, le Père Goriot d'Honoré de Balzac ». Le contexte de l'œuvre, c'est le 19e siècle. C'est important de faire une toute petite recherche aussi sur le 19e siècle, sur la révolution industrielle, sur les différents changements qui ont eu lieu dans la France du 19e siècle, mais dans l'Europe aussi. Lorsqu'on parle des changements, c'est-à-dire les changements d'ordre économique, social, politique, historique, des changements d'ordre religieux, d'ordre philosophique, d'ordre littéraire et artistique. Lorsqu'on parle des changements, cela veut dire que dans certains domaines, la France a vécu des révolutions, des véritables révolutions, surtout dans le domaine de la littérature. Pour la première fois dans l'histoire de la France, on assiste à une production extrême des œuvres littéraires, entre autres le roman. Balzac est considéré comme le père spirituel du roman moderne français. Et si on a le Père Goriot, si vous faites une toute petite recherche sur le contexte de parution de l'œuvre, vous allez sûrement déduire, et d'ailleurs, le mouvement littéraire de l'auteur Balzac va vous aider lorsqu'on dit réalisme, c'est-à-dire un mouvement qui permet à l'auteur de calquer presque la réalité. Donc ici, vous allez assister à une description de la famille française du 19e siècle. La famille française influencée négativement par l'évolution, je dirais, économique et sociale de la société française, due bien sûr à l'évolution économique de la France grâce, entre guillemets, grâce à la colonisation et à l'impérialisme. Alors de toute façon, et en gros, les œuvres de Honoré de Balzac, mais aussi les œuvres des réalistes en général, sont des œuvres qui nous mettent face à des personnages réduits à l'avarice, à la cupidité, à la convoitise, au matérialisme, au détriment de tout ce qui est sentiment et émotion. C'est exactement le cas du Père Goriot qui va être rejeté par ses propres filles, Delphine et Anastasie, pour lesquelles il a tout sacrifié, il a tout fait pour les préparer au monde de la noblesse, mais malheureusement, il ne reçoit rien comme signe de gratitude de la part de ses propres filles, qui n'ont même pas assisté à son enterrement. C'est quelqu'un qui a sacrifié sa vie, sa richesse, ses sentiments, tout pour ses filles, mais il ne reçoit rien comme récompense de leurs parents. Ça, c'est le cas d'une catégorie de Français du 19e siècle qui se sont trouvés en pleine révolution industrielle et qui se sont enrichis. Voilà. Du même auteur, je vous propose ce beau roman, La peau de chagrin. C'est agréable à lire. Dans cette œuvre, et en gros, vous allez découvrir le triangle vouloir, pouvoir et savoir. Autrement dit, Balzac ne présente l'être humain comme étant quelqu'un qui est toujours tiraillé entre sa volonté ou son vouloir illimité et son pouvoir limité. Mais lui, il nous donne comme leçon de morale un autre verbe beaucoup plus sage qui va mettre fin à la souffrance de l'être humain, à savoir le verbe savoir. Voilà. Là, c'est la même histoire, le Père Goriot, mais dans une édition très ancienne. C'est Gardner-Flammarion. J'aime beaucoup cette édition. On finit par cette autre œuvre, Eugénie Grandet. Alors, Eugénie Grandet, c'est une provinciale, c'est-à-dire qu'ici on met en évidence également
l'opposition Paris-Province. Il y a aussi le thème de l'argent qui domine dans toutes les œuvres de Balzac, mais là, on insiste aussi sur l'avarice, mais c'est pas seulement l'avarice, je dirais matérielle, mais l'avarice aussi dans les sentiments, puisque Eugénie Grandet va être exploitée par son cousin, Charles Grandet, qui va profiter d'elle et de son argent. Il va profiter de son amour pour lui soustraire son argent. Il va donc finir par détester la notion du mariage. Il va mettre de côté même sa vie. De toute façon, il va se désintéresser carrément de la vie. Il va vivre toute seule comme une simple femme pauvre, même s'il possède beaucoup d'argent. Voilà donc en gros ce qu'on peut dire à propos du programme de la 2e année du baccalauréat. C'est un programme qui est très très riche, et surtout en ce qui concerne le premier module. Là, pour les élèves qui vont terminer leurs études supérieures dans les classes, d'abord ils vont faire les classes préparatoires, sinon l'IDEX, c'est important qu'ils travaillent bien le conte philosophique de Voltaire, parce que dans ces classes aussi, on leur propose des œuvres qui traitent presque les mêmes idées philosophiques, les mêmes idées lumière, c'est-à-dire les idées relatives au XVIIIe siècle. Alors voilà, sur ce, je vous quitte, je vous souhaite une bonne lecture et de très bonnes vacances. Merci pour votre attention et au revoir à la prochaine vidéo.